Oui, on vient de faire référence à 27 ans parce qu'en 1992 déjà, un ministre avait demandé un rapport « Grande pauvreté et réussite scolaire ». Et c'est volontairement que j'ai repris le même titre plusieurs dizaines d'années après, en espérant en effet, en conclusion de mon rapport, en espérant qu'il ne soit pas nécessaire d'attendre encore une vingtaine d'années pour se poser les mêmes questions. Alors, notre temps est compté, donc je vais tâcher d'être le plus rapide possible. Et puis, on souhaite évidemment laisser le maximum de temps à Olivier Noblecourt, délégué interministériel. Peut-être deux remarques préalables, si vous le voulez bien. L'école ne peut pas tout. C'est important de le rappeler, ça. On demande énormément de choses à notre école dans notre pays, mais si tous les élus jouaient le jeu en termes de logements sociaux, si certains ne préféraient pas payer des amendes plutôt que d'avoir un pourcentage de logements sociaux correct, il n'y aurait pas cette difficulté de construire, de reconstruire de la mixité sociale et scolaire dont nous avons absolument besoin dans nos écoles, collèges et lycées. S'il n'y avait pas autant de chômeurs, s'il n'y avait pas autant de salariés en grande précarité, leurs enfants viendraient à l'école évidemment beaucoup plus sereinement. Donc, encore une fois, on demande tellement de choses à l'école qu'il faut de temps en temps rappeler qu'elle n'est pas responsable de tout. Il y a suffisamment de responsabilités qui sont les siennes, et je ne vais pas me priver d'en parler maintenant, pour qu'on n'en rajoute pas avec le poids que l'on met sur notre école dans ce pays. Deuxième remarque, l'école n'aggrave pas les inégalités, celles dont on est en train de parler, c'est-à-dire celles liées à l'origine sociale. On l'entend de temps en temps, ça. Bien sûr, il n'y a pas, je l'ai montré ce matin, il n'y a pas suffisamment d'enfants d'ouvriers qui accèdent à des formations supérieures. Et c'est un scandale, et donc il faut travailler. Mais s'il n'y avait pas eu le travail effectué depuis une quarantaine d'années, ça serait évidemment encore pire. Il faut aussi le dire, ça, pour ne pas décourager d'abord nos collègues enseignants et tous leurs partenaires, et pour que nos concitoyens n'imaginent pas un instant que nous dilapidons les deniers de la nation dans le budget en ne travaillant pas suffisamment à la réduction des inégalités. Troisième observation que je veux faire très rapidement, vous avez vu en direct là le changement de micro. Ça. Troisième remarque sérieusement, rien ne se fera s'il n'y a pas de continuité dans les politiques éducatives, particulièrement sur le sujet qui nous intéresse. J'ai donné l'exemple ce matin de la lutte contre le décrochage scolaire. S'il n'y avait pas une continuité, on n'en serait pas arrivé au résultat que nous avons obtenu. Alors, ceci dit, l'école a tout de même de sacrées responsabilités, d'où ma question, comment est-ce qu'on peut rendre notre école plus juste ? Évidemment, c'est un minimum, c'est une base, et on va en reparler, vous en avez déjà largement parlé dans les ateliers. Il faut des actions sociales, il faut des actions de santé pour que les enfants des pauvres viennent à l'école plus sereinement. Et évidemment, il faut qu'on travaille, pas seulement en circuit fermé d'école, mais évidemment avec l'ensemble de nos partenaires. J'y reviens dans un instant. Mais si ça suffisait, ça se saurait. Il faut bien entendu qu'on travaille en interne, nous, système éducatif, pour rendre notre école encore plus inclusive qu'elle n'est aujourd'hui. Et donc, il faut que l'on fasse en sorte que cette école qui, historiquement, alors ça nous fait toujours un peu de mal de le dire, ça, et encore une fois, les individualités ne sont aucunement responsables, mais notre école française, depuis le début du XIXe siècle, nous portons encore ça. Notre école française n'a jamais été organisée pour assurer la réussite de tous les élèves. Et c'est de la faute de personne individuellement. Notre système éducatif, il a historiquement été organisé pour trier et pour sélectionner. Et je vous ai montré ce matin dans les résultats PISA que nous sommes particulièrement performants pour trier et pour sélectionner. Alors ça, on est sans doute les meilleurs du monde. Mais historiquement, nous n'avons pas été programmés, je puis dire, pour assurer la réussite de tous les élèves. Et on y parviendra évidemment à mieux assurer cette réussite de tous les élèves que si nous avons bien clairement présent à l'esprit qu'il ne s'agit pas d'en rabaisser sur les exigences en ouvrant la réussite scolaire à une base plus populaire. C'est ce que je dis dans une formule un peu courte, hein, mais une école qui s'adresse aux pauvres ne peut pas être une pauvre école dans ses objectifs.
et dans ses contenus. Nous, par respect pour l'ensemble de la population et singulièrement par respect pour les enfants des pauvres, nous devons avoir à leur égard une exigence, la même exigence que pour le reste de la population scolaire. Alors, les réponses sont sociales, les réponses sont éducatives. Évidemment, il n'y a aucune fatalité. Et ce que j'ai essayé de faire dans mon rapport, c'est d'identifier 4 leviers qui pourraient nous aider collectivement dans la continuité à faire en sorte que l'école française soit davantage inclusive. Et je vous préviens tout de suite, il n'y a aucun scoop. Je ne vais strictement rien dire à partir de cet instant qui soit original. C'est-à-dire qu'en gros, nous savons ce qu'il faut faire, et depuis assez longtemps. La question, c'est comment est-ce qu'on conjugue tout ça de façon cohérente et dans la continuité, comme je viens de le dire il y a un instant. Alors, on a un premier levier, c'est bien entendu, et ça a été dit ce matin, je n'y insiste pas, il faut qu'on accepte cette idée dans notre pays, c'est pour ça que j'ai sous-titré mon rapport avec le joli mot de solidarité, il faut qu'on accepte de concentrer les moyens, là où en effet sont les plus grands besoins. On ne part pas de rien, il y a beaucoup de choses qui ont été faites, mais on a encore beaucoup de progrès à faire. Il faut que nous, sur ce volet social sanitaire, il faut que, en interne, éducation nationale, on développe nos services sociaux. Ils sont débordés, nos services sociaux. Il faut qu'on développe notre service de santé scolaire, mais évidemment qu'on travaille aussi avec les autres. J'ai entendu tout à l'heure parler des agences régionales de santé. Nous avons beaucoup d'académies qui aujourd'hui travaillent avec les agences régionales de santé, notamment pour assurer le suivi des soins des enfants de familles qui vivent la pauvreté. Il faut que notre aide sociale soit à la hauteur des besoins. Qu'est-ce qu'on entend par aide sociale au sein de l'école, au sein du système éducatif? C'est par exemple les bourses. C'est un droit, ça. On parlait tout à l'heure dans un atelier de l'accès au droit. Cet accès à ce premier droit qui est l'accès à une bourse, il faut qu'on puisse l'assurer à toutes les familles. J'y reviens dans un instant. J'attire juste notre attention en tant que citoyen. J'ai mis ici l'exemple des bourses de collège. La bourse maximum d'un collégien aujourd'hui, d'une famille très très pauvre, c'est 360 €. Et je mets toujours des points de suspension par an. C'est-à-dire, comme il y a 180 jours de classe, ça fait à peine 2 € par jour de classe. Dans la suite de mon rapport, la ministre Najat Vallaud-Belkacem a décidé d'augmenter les bourses de collège de 25%. Elles sont aujourd'hui à 450 €. C'est évidemment un progrès considérable, mais on voit bien qu'on a encore là beaucoup à faire pour que ce soit à la hauteur des enjeux. Quand les bourses ne suffisent pas, la question des bourses, ce n'est pas seulement une question de montant, c'est aussi une question d'accès à ce droit. Et j'ai constaté, mais il y a des chefs d'établissement dans cette pièce, j'ai constaté qu'il y avait souvent dans les établissements une disproportion, un écart entre le taux d'élèves CSP défavorisés, par exemple 70-75% dans un établissement très très difficile, et puis on a 45-50% de boursiers, des écarts. C'est-à-dire que des familles qui pourraient avoir ce droit, qui pourraient bénéficier de ce droit, n'en bénéficient pas aujourd'hui. Et donc on a un gros travail à faire, on est en train de le faire, on ne reste pas inactif, pour simplifier notre dossier. Dans certains établissements, on traduit le dossier de bourse pour que ce soit accessible à toutes les familles. On travaille sur les pièces à fournir, qui sont parfois un peu délirantes. On travaille sur des délais aussi, jusque quand doit-on remettre le dossier de bourse? Et la ministre avait décidé l'année dernière de repousser le délai pour la remise des dossiers. Donc on fait un gros travail pour accompagner les familles, mais il y a encore beaucoup à faire. Quand ces crédits de bourse ne suffisent pas, on a une enveloppe supplémentaire dans nos établissements, collèges et lycées, là je ne parle pas du premier degré, mais je parle du second degré, qui s'appelle les fonds sociaux. C'est des sommes d'argent qu'on donne aux chefs d'établissement, souples d'utilisation pour acheter la tenue de sport quand elle manque, pour accéder à la cantine quand il y a un besoin, pour acheter la paire de lunettes. Bref, tout ce qui peut aider, donc, encore une fois, à entrer plus correctement dans les apprentissages. J'ai levé le lièvre. Dans mon rapport, j'ai constaté que de 2002 à 2012, dans ce pays, les fonds sociaux destinés aux établissements scolaires avaient été divisés par 2,3. On avait fait les fins de mois du ministère de l'Éducation nationale en prenant dans la poche les crédits destinés aux pauvres. Retenez bien ce chiffre en gros 70 millions d'euros. C'était descendu à 32 millions d'euros et la ministre Najat Vallaud-Belkacem a décidé en 2 ans de porter ces crédits à 65 millions d'euros. Donc on n'est pas encore au niveau où c'était en 2002, mais le progrès a tout de même été significatif. Quand on dit qu'il faut mieux concentrer les moyens, on aborde tout de suite un autre sujet
qui est essentiel dans la vie de ces enfants de milieux défavorisés, c'est l'accompagnement de ces enfants, de ces adolescents, quand ils ont du travail à effectuer le soir après la classe. C'est ce qu'on appelle l'accompagnement du travail personnel. C'est un moment très important parce que c'est là que se creusent les écarts. Pas seulement dans la classe, mais en dehors de la classe. Donc on a plusieurs leviers. On a dans le temps scolaire, ça c'est notre responsabilité, éducation nationale, on a des temps où il est prévu en effet, accompagné par des professeurs dans le temps scolaire sur le budget d'éducation nationale, c'est dans le premier degré les activités pédagogiques complémentaires et c'est dans le second degré l'accompagnement personnalisé au collège ou au lycée. Et il faut donc veiller bien entendu à ce que ces moyens soient bien correctement utilisés pour cet accompagnement-là et ne soient pas utilisés pour autre chose. Mais hors temps scolaire, il y a aussi pas mal de leviers dont nous disposons. Il y a quelque chose qui avait été créé en 2008, l'accompagnement éducatif, très intéressant parce que ça ne se limite pas à l'aide aux devoirs, mais ça comprend les activités sportives, les activités culturelles. Et donc, un accompagnement très très intéressant. Juste regardez les chiffres que je vous mets sous les yeux, vous constatez que nous ne sommes pas fichus de conserver le montant initial qui avait été déterminé en 2008. Ce sont des crédits qui baissent d'année en année parce que c'est sur une ligne budgétaire qui est très volatile, qui est souvent la ligne budgétaire qui est touchée quand il y a des restrictions budgétaires. Pas de chance, ça tombe sur les enfants des milieux défavorisés qui, là, ont des difficultés pour l'accompagnement éducatif. Le ministre, là, vient de déployer un autre dispositif, et il faut s'en féliciter, c'est devoir fait, c'est-à-dire faire en sorte qu'en effet, aucun collégien ne quitte le collège sans avoir effectué ses devoirs. Donc ça fait partie de cette palette de réponses qu'il faut mettre en place. On a beaucoup d'initiatives des collectivités territoriales, des associations, il y en a dans cette pièce. Je salue notamment les associations d'éducation populaire qui font un gros travail pour nous accompagner, la FEV, la Ligue de l'enseignement, bref, je ne vais pas toutes les citer, mais ce sont des associations qui sont de vrais relais avec les collectivités territoriales. Ce sont, si vous voulez, ce qui me met parfois un petit peu en colère, c'est que on voit bien ce qu'il faut faire, mais on est souvent sur des lignes budgétaires qui sont très contraintes, des budgets sous contrainte, c'est ce que j'ai mis en rouge, des budgets sous contrainte. Il y a un accompagnement éducatif qui, dans notre pays, ne fait pas l'objet de contraintes budgétaires. Il est, lui, à budget ouvert. C'est quand on veut, comme on veut. C'est l'accompagnement éducatif des étudiants qui sont en classe préparatoire aux grandes écoles. C'est ce qu'on appelle des heures de colle. Vous savez, 2-3 étudiants avec un seul professeur, et puis on prépare les concours. C'est l'accompagnement éducatif. Regardez, c'était 50 millions d'euros en 2002, c'était en 2013 70 millions d'euros. Il y a 1,2 million d'enfants de pauvres dans ce pays. On n'est pas fichu de garder les 70 millions de fonds sociaux pour eux, mais on sait les trouver pour 85 000 étudiants de classe préparatoire aux grandes écoles, pas pour de l'indispensable, pas pour de l'essentiel, pas pour du vital, mais pour les heures de colle. Je laisse planer un troisième ange laïque sur cet amphithéâtre. Si vous ajoutez à cela le fait que si vous avez un peu d'argent, vous pouvez payer à vos enfants de l'aide le soir, dans les cours particuliers, dans ces officines-là qui font actuellement beaucoup d'argent. Mais comme c'est de l'aide à la personne, ça peut être déductible fiscalement. Regardez combien ça nous coûte collectivement, combien ça coûte à la société, 300 millions d'euros d'exonération fiscale quand même. C'est-à-dire le montant de l'accompagnement éducatif pour les pauvres que nous ne sommes pas fichus de conserver. Est-ce qu'il n'y aurait pas dans notre pays, à certains moments, une solidarité à l'envers? Et si on est encore plus en colère, on pose la question, qui sont vraiment les assistés dans ce pays? Je vous laisse. Il y a un deuxième levier, et là on va entrer dans le dur pédagogique, la profonde responsabilité de l'école, c'est qu'il va falloir en effet que cette école s'organise mieux pour privilégier le scolariser ensemble au cours de la scolarité obligatoire. Et c'est là l'occasion pour moi de vous dire que mon travail a consisté essentiellement à me pencher sur la scolarité obligatoire jusqu'à 16 ans. C'est pour ça que j'ai mis réussite scolaire au singulier, parce que j'ai bien entendu ce qui a été dit ce matin. Bien entendu, il faut mettre réussite scolaire au pluriel après la scolarité obligatoire, parce qu'il y a des réussites vraiment très variées, très différenciées, professionnelles, technologiques, générales. Mais s'il n'y a pas ce fond commun
à l'issue de la scolarité obligatoire, que nous appelons dans notre jargon le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, le lire, écrire, compter, etc., que nous devons, sixième puissance économique mondiale quand même, que nous devons à tous nos enfants, il n'y aura pas des réussites au pluriel d'égale dignité ensuite. Donc, au cours de la scolarité obligatoire, nous avons cette absolue obligation. Parce que j'attire votre attention sur le fait que si nous ne parvenons pas à assurer ce commun à tous les enfants à l'issue de la scolarité obligatoire, c'est-à-dire que si nous ne parvenons pas à changer l'organisation de l'école pour que ça soit comme ça, nous continuerons à faire changer de destination à certains élèves parce que nous ne sommes pas fichus de modifier l'organisation de notre système éducatif. L'apprentissage à 14 ans, ça va être pour qui, à votre avis, si ça revenait un jour? Évidemment pas pour les enfants de cadres et d'enseignants. Évidemment pour les élèves qui ne bénéficieraient pas de ce socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Pour qu'il y ait ce scolarisé ensemble, évidemment, il faut qu'il y ait une mixité sociale et scolaire. Et là, on peut saluer le travail qui est fait par les collectivités territoriales, par le ministère de l'Éducation nationale, notamment cette expérimentation qui consiste à élargir la sectorisation de recrutement sur certains collèges, à condition bien entendu qu'on puisse garantir à tous les citoyens une offre éducative de qualité, quel que soit l'établissement. Donc ça, c'est un gros travail parce que, on peut se le dire entre nous là, ça ne sortira pas d'ici, en gros tout le monde est d'accord sur la mixité sociale et scolaire. Mais si possible, pas dans le collège de ses enfants. Bon. Mais si vraiment notre objectif, c'est d'organiser un système éducatif pour la réussite de tous, pourquoi j'insiste tellement là-dessus? Dans le nuage de pays de l'OCDE que je vous ai montré ce matin, d'autres pays que nous ont des ghettos scolaires, ont des ghettos urbains, ont des difficultés sociales, ont du chômage, mais ils sont parvenus à organiser leur système éducatif de façon beaucoup plus équitable que nous. Et ils peuvent, autant que nous, dégager une élite. Nous sommes centrés sur ce tri, cette sélection d'une élite, en oubliant de scolariser de façon convenable la totalité d'une population. Alors, on a plusieurs pistes, je vais aller très très vite là-dessus. Il faut évidemment continuer, parce que ça passe aussi par les moyens, par affecter les moyens là où ils sont les plus nécessaires. Et là encore, ces dernières années, c'est pour ça que c'est intéressant de voir la continuité des politiques éducatives. Avant 2012, avant 2000, il y a eu petit à petit des progrès qui ont été effectués dans l'institution pour mieux cibler l'attribution des moyens sur des critères sociaux. Ces 2 ou 3 dernières années, des progrès sensibles ont encore été effectués dans ce domaine-là. Ce matin, j'ai entendu quelqu'un dire finalement l'éducation prioritaire, cette politique d'éducation prioritaire qui a depuis 30 ans, elle n'a pas bien fonctionné parce que regardez où en sont les résultats. J'attire juste votre attention sur 2 choses. Sachant que les personnels qui sont aujourd'hui en éducation prioritaire pourraient très mal prendre le fait qu'on puisse leur dire que leur travail ne sert à rien. Et je connais un peu le sujet pour avoir été inspecteur d'académie dans des endroits très difficiles, notamment la Seine-Saint-Denis, ce que l'on constate dans notre pays depuis une vingtaine d'années, c'est que chaque fois qu'une population, qu'une famille quitte un territoire en grande difficulté parce qu'on a retrouvé du travail, etc., elle est immédiatement remplacée par une famille en encore plus grande difficulté. Et donc, la politique d'éducation prioritaire, on ne peut pas la juger si on n'a pas en mémoire ce flux de population de plus en plus en difficulté qui arrive concentré dans certains territoires. Et 2, quand on évalue le coût de l'éducation prioritaire, on voit que finalement, ça ne coûte pas si cher que ça à notre pays. Parce que bien sûr, on y met des postes en plus, mais ce n'est pas les mêmes postes des établissements de centre-ville. C'est des postes qui coûtent beaucoup moins cher. Ils sont plus jeunes, ils sont moins diplômés, les personnels qu'on met dans ces endroits en trop grande difficulté. Et donc, à effectif identique, même d'élèves, même s'il y a plus de profs dans les établissements d'éducation prioritaire, finalement, ça coûte moins cher globalement que la masse salariale que l'on dépense pour la scolarisation dans les collèges de centre-ville. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Bien. Tant mieux. Priorité absolue à l'école primaire, bien entendu. Ça a été dit par l'inspecteur d'académie ce matin et je ne peux que renchérir sur son propos. Oui, la maternelle. Et je sais qu'il y a sur Villeurbanne des classes passerelles et il faut absolument aller dans cette direction. Nous dépensons trop peu pour notre école primaire en France. Vous le savez, ça. Nous dépensons 15% des autres pays, vous savez, les pays du nuage de points que je vous ai montré ce matin, nous dépensons 15% de moins qu'eux pour notre école primaire. Mais nous dépensons 30% de plus qu'eux pour notre lycée. Cherchez l'erreur.
De nouveaux rythmes, je n'y reviens pas. Si, quand même. Qui a absolument besoin d'une 5e matinée de classe? Tous les enfants. Mais qui en a encore plus besoin que tous les autres? Les enfants de familles populaires. S'ils ne sont pas à l'école le mercredi matin ou le samedi matin, ils sont où? Pourquoi est-ce que nous sommes le seul pays au monde, retenez bien ça, nous sommes le seul pays au monde à infliger à nos enfants une semaine de 4 jours. Aucun autre pays n'a songé à nous imiter dans cette folie. C'est une folie. Pourquoi est-ce que nous sommes le seul pays dans lequel, quand on scolarise les enfants sur 5 jours, ils sont fatigués en France? Mais il n'y a qu'en France que les enfants sont fatigués quand ils sont à l'école pendant 5 jours. La fatigue des enfants est réelle, je n'en plaisante pas. C'est une réalité, la fatigue des enfants. Mais si l'école était la seule responsable, ça se saurait. Je cite simplement, je vous dis simplement en passant, que les enfants, en 20 ans, ont perdu 1 heure de sommeil. L'école n'est pas responsable de cette perte de sommeil d'1 heure. En 40 ans, nos enfants ont perdu 25% de leur masse musculaire. Bon, l'école, donc, n'est pas responsable de tout. Oui, il faut qu'on porte aussi une attention à l'organisation de notre école en cycle. Les enfants ont besoin de temps pour apprendre. Et donc, des apprentissages qui sont rythmés uniquement en année scolaire sont des apprentissages qui ne permettent pas à tous les enfants d'assurer pleinement leur scolarité. Il faut qu'on soit attentif aux transitions entre les niveaux d'enseignement, entre l'école maternelle et l'école élémentaire, entre l'école et le collège, pour rester à la scolarité obligatoire. C'est pour ça qu'on a mis en place dans la loi de refondation un cycle CM1, CM2, 6e, parce que qui souffre le plus quand les transitions ne sont pas correctement assurées entre les niveaux d'enseignement, ce sont les enfants dont les familles ne sont pas initiées au parcours scolaire, ne savent pas ce qui se passe quand on passe de l'école au collège. Et donc, il faut travailler dans ça. On sait aussi, alors pourquoi je suis aussi affirmatif? Parce que des écoles, collèges et lycées travaillent déjà dans ces directions. Parce que des chercheurs qui trouvent nous disent, voilà les directions dans lesquelles il faut aller si on veut assurer davantage la réussite de tous les élèves. On sait par exemple que des pratiques davantage fondées sur la coopération dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, sont des pratiques qui favorisent la réussite de tous les élèves. On sait aussi, et ça a été dit ce matin, j'y passe très rapidement, que si nous ne travaillons pas, alors là pour le coup avec les collectivités territoriales, avec les associations, à une ouverture culturelle, artistique, sportive, et dans le culturel j'inclus évidemment la culture scientifique, on ne permettra pas à ces enfants de milieu populaire d'avoir cette possibilité d'entrer dans les apprentissages. L'évaluation, oui. Si on se contente d'un système qui trie et qui sélectionne, ne changeons rien à nos modalités d'évaluation de nos élèves en France, tout va très bien. Mais si on veut une réussite beaucoup plus large des élèves, il va falloir qu'on travaille à une évaluation qui encourage beaucoup plus les élèves qu'on ne le fait aujourd'hui. Des décisions d'orientation, il faut qu'on y travaille. J'ai fait faire, à l'occasion de mon rapport, au passage, j'en profite, si vous faites Google Delahaye, grande pauvreté et réussite scolaire, vous tombez immédiatement sur le rapport qui est en ligne et facilement accessible. À l'occasion de ce rapport, j'ai demandé à un inspecteur de l'orientation de faire un point dans un département sur voilà, qu'est-ce qui arrive aux élèves de 3e, en fin de 3e, qu'est-ce qui arrive aux élèves qui ont juste 10 aux épreuves terminales du brevet, qu'est-ce qui leur arrive en fonction de leur origine sociale? Où est-ce qu'on les oriente? Un élève qui a 10, dont le maman et le père sont cadres, 10, allez, on tente quand même le lycée général. Un enfant dont le père ou la mère sont plutôt de CSP défavorisés, il a 10, on ne risque pas, lycée professionnel. Statistiquement, c'est comme ça que ça se passe. À résultat identique, les orientations sont différentes en fonction du milieu social. Et puis on sait aussi qu'on aidera à la réussite de tous les élèves si on fait davantage confiance à nos équipes pédagogiques, si on les laisse travailler, si on leur donne des marges de manœuvre. Je me souviens toujours de cette directrice d'école, c'était dans la Somme, qui me dit « On est 4 dans notre école, c'est une petite école, mais en fait on est 5. Parce que la 5e, c'est le groupe, c'est l'équipe, c'est la 5e intelligence. » Et ça, je pense que c'est profondément juste. Il y a un 3e levier, et j'ai presque fini, c'est évidemment, et là on a beaucoup à faire dans notre système éducatif, c'est comment est-ce que l'on recrute, comment est-ce qu'on forme, comment est-ce que l'on gère nos ressources humaines.
Si on veut qu'il y ait des personnels expérimentés dans les endroits les plus difficiles, il faut qu'on accepte l'idée dans notre pays d'avoir des mesures exceptionnelles sur les salaires, sur les conditions de travail, pour les enseignants qui travaillent dans les conditions les plus difficiles. Nous le faisons depuis très longtemps, cette adaptation des conditions de travail, cette adaptation du salaire pour les enseignants de classes préparatoires aux grandes écoles. Je n'ai rien contre les classes préparatoires aux grandes écoles, rien du tout. Mais je constate simplement que de toute éternité, et on a eu raison, on a considéré que c'était un travail difficile d'être prof en classe prépa, que ça demandait beaucoup de recherche, beaucoup d'informations, beaucoup de travail de correction, et donc on a diminué le temps de service de ces enseignants. Et je ne dis pas qu'on a eu tort de le faire. Je m'interroge seulement pourquoi est-ce que la France a tant tardé à faire la même chose pour les enseignants qui sont confrontés aux plus grandes difficultés sociales. Et là encore, il faut remarquer que dans les dernières années, notamment en 2014, on a pour la première fois, c'est historique, modifié le service des enseignants de REP+, les écoles d'enseignement prioritaire les plus difficiles, pour baisser leur temps de présence devant les élèves, non pas pour leur donner du congé, non, pour leur donner davantage de temps pour travailler en équipe, pour rencontrer les parents, pour faire du tutorat avec les élèves, exactement à l'image de ce qu'on a fait de toute éternité pour les autres enseignants. Il faut qu'on forme mieux nos enseignants. Ce n'est pas de leur faute, mais les enseignants aujourd'hui, socialement, ils ne connaissent pas les milieux pauvres. Ils n'en sont pas issus. Très très peu maintenant. Ce sont des catégories sociales plutôt moyennes, plutôt supérieures. Et donc il faut que dans la formation initiale, on apprenne à nos enseignants ce qu'est une vie en société très hétérogène, y compris avec des familles en très très grande difficulté. Et il faut évidemment que ce soit une connaissance réciproque. Il faut familiariser les enseignants à la vie associative. On n'a pas beaucoup de temps là-dessus, mais sachez qu'il y a quelques écoles supérieures du professorat d'éducation qui sont en train d'expérimenter des options dans la formation des enseignants, permettant à des enseignants qui s'engagent dans cette voie à valoriser leur engagement associatif, par exemple pour faire de l'assistance aux devoirs le soir dans le cadre d'une association de quartier. On valorise ça dans leur cursus de formation d'enseignants, à la fois parce que c'est utile en tant que tel, hein, sur le fond, mais en même temps, ils participent à une activité associative, ils rencontrent d'autres partenaires, ils apprennent donc à travailler avec d'autres. Et puis il y a un quatrième levier. On a parlé de complémentarité, on a parlé de synergie, évidemment. L'école n'est pas seule, et si nous n'apprenons pas mieux qu'on le fait aujourd'hui à travailler avec nos partenaires, si nous ne faisons pas davantage des alliances éducatives avec d'autres partenaires, évidemment notre action ne sera pas aussi performante qu'on le souhaiterait. Et donc le premier des partenaires, c'est même pas un partenaire, c'est un co-éducateur, ce sont les parents. Et on a entendu, j'ai entendu, mais j'entends souvent les parents éloignés de l'école. Non, c'est des parents qu'on a éloignés. L'école s'est éloignée de ses parents. Ce n'est pas les parents qui se sont éloignés de l'école. Donc on retrouve le chemin de ces parents qui sont en très grande détresse, qui attendent beaucoup de l'école, ça a été dit ce matin. Nous avons pour cela des relais possibles, hein, collectivités territoriales. Nous avons aussi beaucoup d'associations, ATD Carmont, Secours catholique, Secours populaire. Il faut travailler avec ces associations parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues, beaucoup de contresens que l'on commet sur les familles pauvres. Je vous invite à lire la petite brochure d'ATD que vous trouvez en ligne, hein, se battre contre les idées reçues, hein, sur la pauvreté. L'État doit travailler avec les collectivités territoriales. J'ai pris un exemple, dans mon rapport, mais on aurait pu prendre des dizaines d'autres exemples, c'est la question de l'internat. Oui, pour les enfants de milieu populaire, l'internat peut être une vraie source d'égalité possible, à condition évidemment que ce soit un vrai projet, le projet de la famille, le projet de l'élève. L'internat est un facteur de réussite et on ne peut pas faire évidemment cela sans qu'il y ait collaboration entre État et collectivités territoriales. État, collectivité territoriale et association, j'en ai dit un mot tout à l'heure, c'est tout ce qui concerne l'accompagnement personnalisé, l'accompagnement à la scolarité pour la réussite de tous les élèves. Ça a été dit dans un atelier, mais je peux en témoigner. Ce qui est admirable, c'est le fonctionnement de certains programmes de réussite éducative. Je sais que ça existe sur Villeurbanne. Moi, ce qui me paraît intéressant en mettant différents partenaires autour de la table, ce qui me paraît intéressant, c'est de ne pas faire à la place, mais de faire avec. Et les programmes de réussite éducative que j'ai vus fonctionner de façon admirable sur notre territoire sont des programmes de réussite éducative où les familles étaient particulièrement impliquées, où elles étaient même à l'origine, tant la confiance avait été établie, elles étaient même à l'origine de certaines actions. Et puis localement,
On a un outil de mise en cohérence de tout ça, que nous avons mis en place dans la loi de 2013, le projet éducatif territorial, qui est également une formidable avancée. Voilà. En gros, on sait à peu près ce qu'il faudrait faire. Donc le problème, il n'est pas technique, le problème, il est politique, mais au sens noble du terme. Est-ce qu'il y a suffisamment dans notre pays une convergence d'intérêts pour construire un intérêt général qui dépasse les intérêts particuliers? Parce qu'on a parlé des dysfonctionnements de l'école, qui ne parvient pas à faire réussir tous les élèves. J'ai dit ce matin, je le répète cet après-midi pour conclure, ces dysfonctionnements ne nuisent pas à tout le monde. On a un fonctionnement de l'école qui permet à certaines familles d'avoir finalement un horizon un peu dégagé pour leurs élèves. Et donc, on a à reconstruire un intérêt général autour de l'école. On a surtout à rassurer. Et là, je suis très sérieux en disant ça. Chacun fait le meilleur pour ses enfants. Et c'est profondément humain. Et il faut que les classes moyennes et les classes favorisées arrivent à comprendre qu'elles n'ont rien à perdre à faire réussir aussi les enfants de milieux populaires. J'y reviendrai tout à l'heure. Nous avons tous à gagner à cela. Mais ce n'est pas spontanément la première idée qui vient. Surtout quand on est dans une crise qui dure, depuis maintenant une bonne dizaine d'années, où on a peur du déclassement. Ce qui est frappant, moi je suis un peu historien d'éducation, j'ai enseigné ça, ce que je constate, c'est, si vous voulez, sans faire de grands raccourcis, mais pendant une trentaine d'années après la Deuxième Guerre mondiale, les classes moyennes ont fait alliance avec les classes populaires pour pousser dans le sens d'une démocratisation. Il n'y aurait pas eu de collège unique, loi Abi 1975, si les classes moyennes n'avaient pas fait alliance avec les milieux populaires pour construire ce collège unique. Il n'y aurait pas eu de ce lycée diversifié dont j'ai parlé tout à l'heure, général, technologique, professionnel, s'il n'y avait pas eu cette alliance. Le problème, depuis quelques années, c'est que les classes moyennes ne font plus alliance avec les milieux populaires, parce que précisément la crise dure. Et elles ont plutôt tendance à regarder du côté des classes favorisées, parce qu'elles pensent que c'est là et leur intérêt. Et donc, tout ce qui peut contribuer à élargir la réussite scolaire aux enfants de milieux populaires, ça suscite quelques réticences de la part d'une partie de la population qui a peur d'être déclassée. Vous avez sans doute entendu parler de nivellement par le bas, d'égalitarisme. Je vais juste prendre un exemple. Quand on a mis en place la deuxième langue vivante pour tous les enfants en classe de 5e, ça vous dit quelque chose, ça ? Formidable progrès démocratique. C'est un formidable progrès démocratique que d'offrir à tous les enfants de ce pays une deuxième langue vivante en classe de 5e. Qui ça peut gêner? Personne. Ah ben si. Ça a pu gêner une partie de la population qui donnait à ses enfants une deuxième langue vivante, mais depuis la 6e, 15% de la population depuis la 6e, qui choisissait pour ses enfants cette deuxième langue vivante, non pas pour la beauté du russe, de l'espagnol, du chinois ou de l'allemand, mais parce que ça permettait de construire un parcours un peu protégé des enfants des autres. Et quand on offre une deuxième langue vivante à tous les enfants en classe de 5e, ce progrès démocratique est vécu par certains de nos compatriotes comme une régression, comme un nivellement par le bas. Comment on va offrir la deuxième langue vivante à tous les élèves? Mais c'est pas possible. Donc, de l'intérêt général à reconstruire. Il y a une tentation, encore une fois, dans un pays qui est en crise, on ne sait pas trop où on va, la tentation, c'est de dire, certes, il y a des enfants qui sont en grande difficulté, mais il est illusoire de vouloir transformer l'ensemble du système pour faire réussir tous les élèves. Mais comme on est quand même plutôt humain, on va quand même s'en occuper de ces enfants qui sont en grande difficulté. Mais on va s'en occuper en leur ménageant des parcours particuliers. C'est le piège de la personnalisation. Il faut personnaliser, mais si vous personnalisez trop, vous isolez, vous séparez. Et donc il faut y faire très attention, ça, parce que si nous séparons les enfants pendant la scolarité, notamment la scolarité obligatoire, il est illusoire de construire dans nos valeurs républicaines un vivre ensemble. Et donc les familles pauvres, parce que moi je les connais, je les entends, je les écoute, elles ne veulent surtout pas d'un système qui séparerait leurs enfants des autres. Elles veulent tout simplement une école qui soit pensée pour leurs enfants aussi, et pas seulement pour une partie de la population, pour leurs enfants aussi. En fait, on n'a pas le choix. Oui, j'aime bien cette citation de Pierre-Jacques Elésias, je l'ai piquée dans le Cheval d'orgueil 1976. On ne peut pas toujours résister à la pression d'une société qui, malgré ses inégalités et ses aspirations diverses, a pour première ambition de persister comme elle est. Mais je termine par là. On n'a pas le choix.
et si j'avais 3 raisons à vous donner pour qu'on se mobilise tous vraiment dans ce pays pour faire réussir davantage les enfants en milieu populaire, la première raison, c'est une raison de justice pour ces enfants et ces adolescents eux-mêmes. On n'imagine pas suffisamment, vous, si vous imaginez, mais le reste de la population n'imagine pas les dégâts que peuvent créer des scolarités qui n'en sont que des suites d'échecs et des suites d'humiliations. Deuxième raison, c'est un enjeu vital pour notre démocratie. Celles et ceux qui, dans leur vie, estiment qu'ils n'ont pas eu les mêmes droits que les autres, vont-ils pouvoir longtemps accepter d'avoir les mêmes devoirs que les autres? Et là, c'est notre pacte républicain que nous mettons en danger. Il y a aujourd'hui dans la population des 16-30 ans 1,8 million de jeunes qui ne sont ni en emploi ni en formation. La moitié d'entre eux ne sont ni en emploi, ni en formation, ni en accompagnement. C'est ce qu'on appelle les invisibles, 800 000. Que font-ils de leur journée? À quoi pensent-ils? Accessoirement, au moment des échéances électorales, quelle est leur attitude? Quel est leur comportement? Et puis s'il fallait une troisième raison, et je me tais, bassement matériel, tous les économistes nous disent les inégalités freinent la croissance. Donc si nous voulons rester compétitifs dans la mondialisation, eh bien nous n'avons pas d'autre solution que de sortir de la difficulté cette partie de la population qui y est enferrée. Autrement dit, notre idéal d'une école plus juste rejoint les intérêts bien compris de notre pays. Merci de votre attention.